Mesdames, Messieurs, c'est également un très grand plaisir pour moi de donner cette conférence ici et j'aime toujours très bien également parler de ces différents projets que nous avons réalisés dans les années passées. Et d'autre part, c'est très, très difficile de faire la sélection. Comme nous sommes ingénieurs, nous sommes participés dans beaucoup de différents projets et nous travaillons ensemble avec, avec une petite, je dirais même série d'architectes. Et alors, c'est toujours très difficile de faire une sélection. Alors, j'ai pris la décision de choisir des projets que nous avons en majorité finalisés il y a peut-être 3 ou 4 années, c'est-à-dire pour moi des projets assez actuels. Et d'autre part, j'essaie également de choisir des projets où les différents matériaux jouent un rôle. Je vais un petit peu parler sur des bâtiments assez intéressants en bois, qu'on n'a pas eu la possibilité de réaliser ces bâtiments-là, mais c'était quand même un projet extrêmement intéressant. Je vais parler également de structures en acier, je vais parler de structures acier-béton mixtes et également de structures en béton, et l'échelle va un petit peu varier de très grand jusqu'à petit. C'est ça un petit peu le programme. Et je pense, Gabriel a déjà dit que pour moi, c'est très intéressant de faire cette collaboration avec les architectes. Et c'est clair, ce n'était pas toujours le cas. J'ai commencé mes études il y a une quarantaine d'années et j'étais un technocrate extrême à cette époque-là. Et les architectes étaient, je ne sais pas, les gens qui connaissent un petit peu les PF à Zurich savent que les deux départements sont seulement éloignés peut-être d'une dizaine ou d'une vingtaine de mètres, mais pour nous, les architectes n'existaient pas. C'était clair, c'était un monde tout à fait différent. Alors c'est intéressant comment un développement pendant 2, 3, 4 siècles peut quand même changer assez fortement l'attitude, la mentalité. Et je pense, pour moi, ça c'est très intéressant parce que ces différentes phases étaient très exigeantes, très intéressantes. Et maintenant, comme professeur à l'école de Zurich, nous avons développé ensemble avec Aurelio Muttoni, nous étions ensemble assistants chez Turliman, nous avons développé ces méthodes d'éducation également pour les architectes et pour les ingénieurs qui se basent sur la statique graphique uniquement, pas de calcul, mais ce qui est très important, c'est la visualisation des forces et ces formes et forces internes, comment ces deux éléments-là jouent ensemble. Ça, c'est sûrement un aspect très intéressant. Et un autre aspect très intéressant, c'est dans la conception des projets de penser, pas dans le plan, mais de penser vraiment dans l'espace, d'actualiser les forces dans les 3 dimensions. Je pense que ça sont les 2 mystères qui m'ont fortement aidé à faire des choses qui sont peut-être exceptionnelles d'une part, mais d'autre part quand même assez simples. Je pense que ça, c'est intéressant. On peut faire des choses très, très intéressantes et rester quand même à un niveau assez simple. Pour nous, ça c'est très important. Et cette simplicité-là, même si ces voiles et ces dalles à la Forsterstrasse à première vue sont très difficiles à comprendre, pour montrer avec 2 ou 3 modèles très simples que ce système est évidemment
simple, mais si on se trouve dans la maison, on ne comprend pas comment elle porte, on ne comprend pas comment ces porte-à-faux sont possibles, si on ne voit pas qu'il y a une voile dans l'étage supérieur et la dalle est suspendue à cette voile. Mais c'est simple, c'est très trivial. Les enfants jouent avec les petits éléments en les plaçant comme ça, et au moment où ils savent qu'il existe également la colle, ils sont également capables de coller et de faire le contraire. Et c'est seulement ça. Je vais commencer avec une citation de Peter Rice. Peter Rice était un ingénieur très fameux qui a travaillé chez O.V. Arup. Il a une fois dit dans son livre, il a seulement écrit un livre avant sa mort, il a encore écrit un livre, et alors il dit « Comprendre et intégrer les positions et partis pris des architectes est une partie intégrante de mon travail. Le challenge au niveau de la construction se montre indépendant de la position de l'architecte et de la confrontation avec sa position se trouve être une chance et non un problème. » Et pour moi, c'était toujours très important. C'était toujours très important de travailler ensemble dans des équipes, dans des teams de développement de projets. En Suisse alémanique, nous avons beaucoup de compétitions à ce niveau-là. Et pour notre bureau, c'est évident que nous n'entrons pas dans un projet qui a déjà en cours de se développer, qui a déjà pris une phase. Pour nous, c'est clair que nous voulons participer dès le début et nous voulons discuter au niveau des concepts avec les architectes parce que c'est à ce moment-là où les problèmes sont placés dans le monde où les problèmes ne sont pas placés dans le monde. C'est-à-dire si au niveau concept, on a un concept fort qu'on peut comprendre assez simplement, alors beaucoup de problèmes ne se posent plus dans la suite du projet. Et pour nous, ça c'est très important. Ici, vous voyez un premier exemple, c'est Learning Center à Riche. Riche, c'est près de Zug. C'est là où le grand CEO de Novartis habite, et c'était lui qui voulait construire ce Learning Center. Nous avons travaillé pendant 3 années sur ce projet, et alors c'est dommage qu'après 3 années, c'était Novartis qui a arrêté le projet, mais nous étions déjà à un niveau assez avancé. Vous voyez que c'est Peter Zumthor qui était l'architecte de ce projet-là, et c'était Günther Vogt qui a fait l'architecture paysagiste, et comme ingénieur civil, c'était nous ensemble avec Mark-Joel Wiederkehr et avec Pizio. Nous étions un team parce que le projet était très, très exigeant et c'était extrêmement intéressant. Nous avons appris beaucoup au niveau de ce projet-là. Vous voyez là, c'est un campus près du lac. Il y a tous ces petits arbres. C'est quelque chose comme un petit village dans une forêt près du lac. Et on voit également bien qu'il y a différents types de bâtiments. Ça, c'est un grand modèle que le bureau de Zumthor avait développé. Vous voyez qu'il y a un bâtiment rond, on voit un bâtiment qui est plus ou moins quadratique, il y a des bâtiments rectangulaires, des bâtiments plutôt linéaires. L'idée était de construire tous ces bâtiments
en bois, seulement en bois. Et c'est un learning center, c'est-à-dire il y a les maisons d'habitation, ce sont ces maisons longitudinales et on peut s'imaginer, ce sont des maisons avec des chambres, une chambre à côté de l'autre, tout est élevé du sol sur des colonnes, seulement un étage, mais sans noyau qui aide à prendre les forces horizontales, c'est-à-dire seulement les piliers en bois et ces éléments horizontaux. Alors, il y a encore l'élément rond, il y a les éléments rectangulaires, quadratiques, qui ont l'un ou l'autre des dimensions beaucoup plus impressionnantes parce qu'il y a un restaurant, il y a également des salles de conférence, c'est clair, il y a un grand auditorium, il y a également un fitness center, tous ces différentes utilisations sont dans les différents bâtiments. Ici, on voit ces bâtiments d'habitation et ce qui est extrêmement exigeant, c'était à partir de cette histoire statique d'avoir seulement les piliers, c'était que c'était le désir de Peter Zumthor d'utiliser la structure et seulement la structure, pas placer de façade additionnelle pour protéger la structure. En principe, c'est state of the art de protéger les structures en bois. Vous connaissez très bien ça. On a une couche qui peut se détruire et qu'on peut remplacer. Et cette couche-là protège la structure. Et pour Peter Zumthor, il nous a demandé si ce n'est pas possible de directement utiliser la structure également comme façade. Au début, nous avons dit non, alors nous avons discuté beaucoup. Nous avons, alors dans notre team, collaboré avec les autres bureaux qui sont vraiment spécialistes en bois. Et alors, nous avons essayé de résoudre ce problème et vraiment d'utiliser la structure comme seul élément de construction. Alors, vous voyez là les différentes typologies. L'idée était d'avoir un seul type qui peut être traduit dans ces différentes formes. Alors, on a le problème que vous connaissez très bien comme architecte. On a le problème, si on a une situation linéaire, c'est assez simple, on peut y mettre des poutres, on peut y mettre les piliers, il faut chercher un certain ordre, et alors on peut développer ce système-là. Il faut alors résoudre du point de vue constructif avec le bois, ces nœuds-là. Il y a des moments de flexion dans toutes les directions pour avoir assez de rigidité également en direction horizontale, pour avoir également assez de rigidité dans les poutres pour les déformations et tout ça. Et si on traduit ça dans un système escargot, c'est semblable. On n'a plus ça, on a ça. Alors, on travaillait sur ça, on a essayé de trouver également une règle pour les distances entre les différents piliers, et ça prenait des mois et des mois et des mois, parce qu'avec Peter Zumthor, c'est pas si facile. Alors, on a essayé de résoudre ça. Comment cet escargot s'arrête, hein? On a travaillé pendant des mois sur ça. On n'a pas trouvé de solution. À la fin, Peter Zumthor était convaincu que la nature a résolu ce problème d'une façon extrêmement élégante, mais de point de vue technique, on ne peut pas le résoudre. Alors, problème, ça a pris des mois. Alors, on a discuté sur ces bâtiments-là. Oui, l'idée était d'avoir une seule typologie. Maintenant, ici, on a les deux dimensions, les deux directions. Alors, qu'est-ce qu'on fait là?
Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'on fait une coupe 45 degrés? Comment on résout d'une part un bâtiment qui est quadratique, un bâtiment rectangulaire, et alors le pas suivant est encore de le traduire dans un bâtiment qui est rond ou même elliptique. On a travaillé beaucoup sur ça, on a eu des discussions pendant des heures et des heures de trouver la différence entre le cercle et le carré. Et oui, on a discuté à un niveau philosophique et à la fin, pour lui, c'était clair que ces problèmes-là sont assez difficiles à résoudre. Vous voyez, ce n'était pas si simple. Mais on était dès le début convaincus qu'on va utiliser un système qui est structuré également à l'extérieur, qui résout le problème de la flexion dans toutes les directions. Et c'était également clair que toutes les installations techniques doivent être intégrées dans les piliers parce qu'on n'a pas de noyau. Et alors, vous voyez le problème. Pour les grands bâtiments de restaurants, on avait des piliers d'un diamètre d'1 mètre à 1,20 m en bois. On a ici des porte-à-faux jusqu'à 8 mètres et on a ces nœuds où on a des moments en deux directions. En plus, on a encore le moment dans la direction verticale et comment résoudre ça avec le matériau bois. Ça, c'est très difficile. Le matériau bois, vous connaissez très bien, c'est en isotropie, très fort dans la direction longitudinale des fibres, très faible dans la direction perpendiculaire aux fibres. Alors, pour résoudre ça, c'est évident qu'on n'a pas de succès si on essaie vraiment de trouver une construction de détail, de connexion, où on vient avec ces forces extrêmes au nœud, et alors on essaie de faire une connexion et alors de donner les forces au nœud, et de l'autre côté, de nouveau, de donner ces forces à l'élément voisin. Alors, nous avons eu l'idée d'utiliser un système qu'on utilise également en, comment on appelle ça, Neuseeland, qu'on utilise là pour les tremblements de terre. On a développé un système avec le bois où on a une connexion entre les colonnes et les poutres qui est extrêmement élégante. Nous avons essayé de traduire cette solution-là dans notre système, c'est-à-dire nous développons un nœud et alors il y a les poutres. Nous avons fait 2 poutres pour mettre les installations techniques entre les poutres et alors on peut également faire ce système avec seulement une poutre ici, une poutre ici, une poutre ici, une poutre ici. Le doublage ne change rien au système. Et alors ce qu'on fait, on fait des perforages horizontaux le long de ces éléments en bois. Ce sont des éléments collés en bois, des poutres collées en bois. Et alors, on met des câbles de précontrainte dans les poutres, c'est-à-dire on fait un ancrage de ce côté-ci, un ancrage de ce côté-ci, et on donne cette compression sur le bois. Et le bois aime ça parce que c'est l'arbre qui est également à cette force-là. Le bois n'aime pas d'être sollicité comme ça, il aime d'être sollicité comme ça. Le bois était très content parce qu'il a vu que nous voulons faire ça. Et alors, du point de vue statique, si on visualise les forces intérieures, c'est extrêmement simple parce qu'au moment où on n'a pas de charge, les forces de compression qu'on implique dans la structure traverse de façon horizontale la structure. Et dès le moment où on applique encore des charges, ces forces qui vont horizontalement comme force de compression à travers la poutre peuvent changer leur forme en forme d'arc. Et ce sont alors ces arcs-là qui prennent les forces, c'est-à-dire
on a de la flexion, c'est clair, parce que compression et flexion vont avoir une excentricité, mais du point de vue statique, c'est très efficace et on résout cette connexion gratuitement, parce que il faut seulement essayer de ne pas avoir assez de friction. On peut introduire un petit angle. Alors, le seul problème qui restait, c'était le nœud. Hein. Et alors, une fois, sans réfléchir beaucoup, j'ai proposé à Peter Zumthor d'utiliser des nœuds en béton isolant, en béton léger, parce qu'on peut faire un seul coffrage et alors produire très bon marché tous ces nœuds et même perforer les nœuds s'ils sont en béton et utiliser les éléments, les tuyaux pour les câbles, utiliser ces tuyaux comme armature et de cette façon-là avoir un nœud assez rigide et béton léger pour également avoir l'isolation thermique parce qu'on ne voulait pas appliquer beaucoup d'isolation thermique additionnelle. Maintenant, on voit ici le système et on a fait quelques essais. On a également parlé avec les grandes compagnies de production de structures en bois et ils ont dit que c'est pas assez compliqué de produire également en collant les différentes planches de bois, de produire des colonnes comme ça. On a fait des essais, alors on a vu que le système est même très, très ductile. Vous connaissez ces petits animaux, il y a un petit socle, alors il y a les pieds des animaux, on a le ventre, alors on a le cou et la tête, et les jambes sont également perforées, alors il y a des élastiques qui tiennent tout ensemble, et si on pousse comme ça, l'animal tombe, et si on relâche, alors ici on a exactement la même situation. Dans un cas de tremblement de terre, ça peut même se déformer et ça revient dans sa position initiale. Et c'est ça la raison pour laquelle on l'utilise, mais on l'utilise seulement comme système de cadre dans une direction. Mais alors d'appliquer la deuxième direction, c'est trivial, on a seulement fait ça. Hein. Alors on voit ici un petit peu comment on essayait de le faire avec ces câbles qui peuvent même être inclinés si on produit, si on coupe les poutres ou si on colle les poutres ensemble, on peut faire une coupe et même mettre des câbles avec une forme comme ça dedans, de façon à avoir des forces déviatrices dès le début, c'est-à-dire du point de vue système, c'est extrêmement efficace parce qu'on résout directement également la situation des connexions. Nous n'avons rien inventé, nous avons vu qu'on utilise ce système-là et nous avons un petit peu développé, un petit peu adapté. Alors l'idée était à la fin de faire une plaque, une dalle ensemble avec ces poutres qui fonctionnent comme un caisson de pont en 3 dimensions évidemment, et alors de développer tout le système dans cette direction-là. Et je pense que cet exemple montre comment également si on a de grandes forces, on peut essayer de trouver une solution où le bois travaille comme il veut travailler, où on n'a pas de concentration de force, ni dans les éléments, ni dans les connexions, et que c'est possible si au début, parce que ces réflexions-là, on les a faites vraiment au début du projet. C'était les premières semaines où on travaillait ensemble, où on a trouvé ce concept-là et on a alors développé le concept, mais on n'a jamais pensé de changer le concept. Et nous avons vu que du point de vue solution, les choses restent simples. Alors, je change un petit peu dans une direction tout à fait différente, dans la direction de l'acier. Cette voiture de station pour autobus à Winterthur, c'était
un concours ouvert avec une cinquantaine de teams. Et nous avons gagné ce concours avec l'idée de construire seulement une grande toiture avec une seule colonne. Et le grand problème était qu'il exigeait de changer la situation où les quais des autocars sont placés dans le futur. Et alors, si on fait beaucoup de colonnes, on peut dimensionner le système de façon qu'on peut enlever des colonnes. Et beaucoup de teams sont allés dans cette direction-là. Nous avons dit nous faisons une grande colonne et alors nous essayons de placer la toiture sur des supports sur le sol qu'on peut glisser la toiture dans le futur si on veut. Alors, c'est un petit peu, oui, c'est peut-être un petit peu courageux, mais ils ont accepté cette idée. Nous avons gagné le concours et vous connaissez ça dès le moment où on commence à construire. Toutes ces conditions-là, d'un jour à l'autre, ne sont plus actuelles. Mais nous étions assez contents que ces conditions étaient plus actuelles. On voit ici la toiture. Nous parlons ici de 29 mètres. De cette direction à l'autre. La position de la colonne, d'une part, vient de la position des différents quais, mais d'autre part, cette excentricité forte vient également de la situation que de ce côté ici, on a, du point de vue urbanistique, on a des bâtiments assez intéressant et de l'autre côté on a le COP, on a un bâtiment horrible. Alors on a dit si on est assez horizontal là, si on est sur la toiture, on ne voit pas beaucoup. Par contre ici, si on est ici, on a bien la possibilité de voir, on a une grande proximité de toutes ces façades-là. Et cette forme a été développée dès le début, un petit peu de ces idées-là. Alors, l'architecte est venu chez moi et m'a demandé, nous avons discuté, une seule discussion, j'ai fait un petit dimensionnement, je lui ai dit oui, ça fonctionne. Et alors, nous avons fixé les hauteurs, en seulement la moitié de la hauteur qu'elle devrait avoir si on a un système qui est vraiment en série. Mais parce qu'on a un système parapluie, une très grande concentration des éléments ici, on a la possibilité de réduire la hauteur ou d'augmenter les lancements de facteur 2 par rapport à ce qui est conventionnel. Alors on a construit ce toit et l'idée était si on a cette structure très logique comme un parapluie, qu'on voit cette structure à la fin et pour réussir à ça, on a alors mis ces plaques en acier trouées comme façade et on a une façade en verre au-dessus de la toiture. Ici, il y a encore un petit shop pour les billets et encore un escalier pour traverser souterrainement place. Et également ici, on voit que cette idée de déplacer les fondations, ce n'était pas une très bonne idée parce qu'on n'avait pas si bien considéré à la phase de la compétition qu'il y a énormément de tuyaux et de canaux, même de canaux pour évacuation d'inondations et tout ça. On a vraiment beaucoup de différents tuyaux sous le sol. Et alors, on a développé cette fondation qui due à l'excentricité du pilier, est fortement sollicitée. On a
eu de grands problèmes de la placer, mais à la fin, on a trouvé une solution, même avec perforation des différents tuyaux avec des diamètres d'1 à plusieurs mètres. Et on voit alors comment on a essayé de résoudre ça non avec des programmes d'éléments finis, mais avec des modèles très simples, compression et traction à bielle ou trahi. On a résolu ça. Ici, on voit montage de la structure. Ici, les éléments de la colonne. Ici, on voit le grand caisson où les différents éléments porte-à-faux vont être fixés. Ici, on voit pendant la construction, ici, on soudé tous ces éléments-là. Et alors, à la fin, on a encore mis la façade et en plus la toiture, la façade de verre en dessus. On voit très bien comment on voit cette grande transparence. On voit d'une part la structure, mais d'autre part, elle est même un petit peu cachée comme avec un rideau. Ici, une autre image, et ici, on voit très bien également ici cette voiture en verre qu'on a appliquée pour avoir la lumière, pour que la lumière puisse traverser et pour que on a assez de lumière en dessous de la toiture. Alors là, c'est également un bâtiment non réalisé. C'était un concours très intéressant que nous avons gagné avec les architectes Graber et Steiger de Lucerne. C'était un concours un petit peu spécial parce que c'est une grande compagnie de transport avec une énorme série de camions, transport et logistique. Et ils voulaient construire un bâtiment. Ils construisent toujours des parkings, parce qu'ils transportent des automobiles dans tout le monde. Et alors ils doivent placer ces voitures et quelques semaines après, de nouveau déplacer ces voitures. Ils ont besoin de nombreux parkings. Alors l'idée était pour l'anniversaire de la firme d'avoir un bâtiment avec 2 ou 3 étages de parking et en bas avoir un musée, un grand musée pour placer les voitures et les camions qu'ils ont encore, les oldtimers qu'ils ont encore de l'époque. Et alors nous avons dit que ça pourrait être très intéressant d'essayer de faire une grande boîte avec une longueur de plus de 100 mètres, avec seulement 4 noyaux. On a les escaliers. Et alors d'utiliser l'étage supérieur avec des treillis pour prendre les forces et alors de suspendre tous les autres étages pour avoir sur 2 niveaux ici, le niveau rez-de-chaussée et le niveau sous-sol, cette grande surface d'exposition avec une sorte de galerie qui va autour de cette grande hall d'exposition au niveau du rez-de-chaussée. Une très belle idée. Également, on a essayé de montrer un petit peu que c'est suspendu. On voit qu'on a plus d'éléments en haut. On voit également ici qu'on a résolu ça avec un système très simple de câbles. Et la logique est, si on a un câble comme ça, on peut traverser avec les voitures ici et avoir le parking dans cette direction-là. Également, on peut passer de ce côté-là. Et de cette façon-là, on a eu ces éléments secondaires, on les voit ici, qui traversent le bâtiment alors à différentes positions.
On voit aussi très bien ici la structure. Et ce qui est intéressant, c'est à la fin, comme structure et architecture jouent ensemble ici. On voit le principe des dalles. On a réutilisé le système très efficace, ce système très pragmatique qu'il utilise normalement. Ils ont construit tellement de bâtiments qu'ils savent exactement quel est le système le plus bon marché. Nous avons essayé de reprendre ça, mais le traduire de façon à avoir, sans avoir un système plus cher, un système du point de vue architecture qui est quand même beaucoup plus fort. Ici, on voit très bien dans le modèle, dans la visualisation, ce grand hall avec les galeries où on peut, si on entre, on peut marcher d'abord et voir toutes les voitures et alors on peut descendre et prendre contact à ces objets d'exposition. Également ici, très nettement, également, on voit comment également la galerie est suspendue parce qu'on n'a pas de colonne, on a seulement ces noyaux qui sont à l'extérieur du bâtiment. Nous avons eu beaucoup de plaisir avec ce bâtiment-là et c'était vraiment oui, c'était triste qu'il ne se décidait pas de construire le bâtiment-là. Lors de la présentation, après le concours, la première question qu'ils ont demandé, c'est possible dans le futur de mettre une dalle additionnelle ici pour avoir plus de parking parce qu'ils ont eu l'impression que le hall d'exposition c'est assez si on a cet étage au sous-sol. Et pour nous, c'était vraiment très dommage de voir qu'ils ne comprennent pas l'idée très forte qui était dans le concept. Alors ça, c'est un projet ensemble avec Christian Keretz. J'ai travaillé ensemble avec Christian Keretz dès la maison de Forsterstrasse. Il était même dans le projet du musée d'art que je vais encore vite montrer, c'est-à-dire maintenant une vingtaine d'années. Nous avons eu vraiment la chance de construire tous les différents bâtiments avec Christian, bâtiments d'école de Leutschenbach et tous ces bâtiments très exigeants mais très intéressants. Nous avons également travaillé ensemble dès le premier moment du projet. Ici, c'était clair, c'est également au voisinage de la maison Forsterstrasse. C'était une femme et un monsieur qui avaient 70 ans, qui se sont promenés, qui ont aimé la maison Forsterstrasse. Alors ils ont allé là, ils ont sonné et demandé qui est l'architecte. Et Christian a dit c'est moi. Alors il a demandé de construire une maison également pour eux. Et il avait une très vieille maison qu'on devait remplacer dans le voisinage. Et c'est ça la vue sur le lac de Zurich. Alors, le premier concept que nous avons développé ensemble, c'est une maison très ouverte. Une maison très ouverte, d'une part dans la direction du lac, ça c'est cette direction-ci. Et dans l'autre direction, on a beaucoup d'arbres et d'arbustes, c'est-à-dire que c'est assez protégé. Alors on a décidé de faire une structure très ouverte. Et cette maison, c'est rien d'autre que structure. C'est structure, acier et béton mixte. Et en plus, après le finissage de la structure, on a encore mis les fenêtres. Et alors, c'est tout. Ça, c'est la maison. Et l'idée du concept, on voit qu'on a trois étages, 3 appartements. Et ici, il y a des caves qu'on peut également utiliser avec de la lumière. Une cave pour chaque appartement. Et l'idée du point de vue statique, c'est qu'on a 3 noyaux, pareillement avec les 4 noyaux que nous avons vus pour l'autre projet avec Rabersteiger. Et tous ces noyaux-là servent pour l'accès. Ici, il y a l'escalier, ici, il y a l'ascenseur, et ici, il y a les installations techniques. Alors, ces noyaux-là sont
sont l'origine de poutres qui travaillent porte-à-faux. Si nous commençons par exemple ici, nous voyons ici ces deux poutres-là, porte-à-faux à partir d'ici. Alors à partir de ce noyau-là, il y a ces deux poutres-là, également porte-à-faux, mais en plus, avec des supports ici, également ici, on a ça, porte-à-faux à partir d'ici, et en plus des supports là. Et le système s'arrête, c'est-à-dire ici, les supports manquent. Et alors, pour résoudre ça, on a fait une chose pareille que vous avez faite pour le bâtiment JTI. Ici à Genève, nous avons alors dit oui, nous pouvons produire ces poutres-là un petit peu comme des bananes et alors faire le montage comme ça et alors avec des câbles ou des barres avec une précontrainte faire ça. Alors ils sont horizontaux et à ce moment-là, les éléments, les câbles qui sont tendus travaillent comme des colonnes parce que si on apporte des forces supplémentaires, les câbles ont une force de traction qui diminue et une force de traction qui diminue, c'est la même chose comme une force de compression. Et dû à la précontrainte, c'est possible de solliciter un câble comme une colonne. C'est simple. On peut également dire, comme vous avez dit, on essaie d'avoir cette position horizontale et d'arrêter, mais c'est la même chose. C'est le même principe. Alors, voici la construction. Si on a ça sur 3 étages, ça c'est assez impressionnant. Également sur le chantier, on voit ici ces barres également. On a utilisé le même système dans les noyaux parce qu'ici, on a seulement de la traction. Si on a les éléments porte-à-faux, c'est clair qu'ils font comme ça. Ici, il ne faut pas mettre de poutre ou de profil en acier. Les câbles sont assez. Et ici, on voit très bien ces câbles pour les grands élancements sur 10 mètres où il fallait vraiment faire quelque chose pour contrôler les déformations. On peut avoir la possibilité de mettre la façade dedans. C'est exactement le seul problème que vous avez eu. Ici, on voit la structure sur le chantier. C'est assez impressionnant. Alors, on a tous ces jolis problèmes, ces problèmes d'isolation thermique parce que vous avez vu, les noyaux sont à l'extérieur, sont dans le froid et les poutres traversent la façade. On a encore des exigences au feu et tout ça. Oui, c'était pas si simple. Hein. Mais à la fin, on a trouvé des solutions. Le travail d'ingénieur était assez énorme parce que tous les différents détails étaient vraiment différents. On voit ça. Ici, on voit la situation typique où on a le pilier, on a l'élément qui va porte-à-feu en cette direction-là, avec la flexion comme ça. Alors, traction est toujours très difficile. S'il faut avoir un support entre les éléments, qu'est-ce qu'on a fait? Pour la zone de compression, on a mis un élément à haute résistance, un élément synthétique à haute résistance qui est capable de prendre cette compression, mais qui a une valeur très favorable pour l'isolation thermique. Et pour avoir la même situation ici, on l'a résolu à avoir également une force de traction qui est transformée en une force de compression. Alors on pouvait mettre également un élément en compression matériau synthétique là entre les deux plaques, c'est-à-dire au lieu de tirer comme ça et de faire une fixation sur traction, on peut également procéder comme ça et alors on a une force de compression entre les éléments. On a fait ça. On voit très bien ici. Ici, c'est l'élément en compression et de cette façon-là, c'était possible de résoudre le problème thermique. Et alors, il fallait encore faire des essais pour également résoudre le problème protection feu. Mais
on a eu la possibilité de résoudre. Et pour les cas où le cisaillement est également élevé, on a encore mis des plaques additionnelles ici, également mis là un élément entre ces différents éléments. Ici, on voit déjà les goujons pour mettre les dalles en béton. Ici, on voit ces éléments en caoutchouc. On a fait des essais pour être sûr que ça fonctionne et le matériau a une résistance plus élevée que l'acier. Si on voit une situation pareille où on a additionnellement encore, comme j'ai dit ici, pour le cisaillement, là où les forces étaient très grandes, et comme ça on pouvait résoudre le système. La seule chose qui n'est pas si élégante, ça vous connaissez bien, hein, c'est toujours un petit peu triste, mais si on ne veut avoir rien que structure et à la fin du verre, les tuyaux, il faut les cacher. Et si ça c'est bien, là je ne suis pas totalement convaincu que c'est ça la solution idéale. Mais ce qu'on voit très nettement sont les câbles de précontrainte. Nous avons utilisé tout que Dieu a défendu. Vous voyez là également ces câbles, et pour ne pas voir les têtes d'ancrage dans le béton qui doit être très, très, très abstraite. Nous avons fait des niches et alors le béton peut être coulé sous les niches et on peut mettre les presses de précontrainte, les pistons de précontrainte alors dans les niches, on le voit ici, et à la fin remplir les niches avec le béton après avoir appliqué la précontrainte, et de cette façon-là, comme nous avons déjà fait également avec la maison Forsterstrasse, ça fonctionnait assez bien. Si encore les plans des différents appartements, on voit qu'on a vraiment utilisé 10 mètres sur 10 mètres, on a vraiment utilisé cette situation très ouverte. On a de petites variations sur les différents étages. Ça, c'est l'Attica où il fallait réduire la surface. On a alors ces terrasses-là, mais c'est très, très ouvert. Vous voyez ici le bâtiment après la construction. On voit bien ces noyaux qui sont à l'extérieur. On voit bien les dalles. On voit bien ici les situations également, comme le paysage est toujours très bien exposé. On voit tous ces problèmes de pénétration également de la structure de l'extérieur à l'intérieur, mais également à l'intérieur de façon très intéressante, comme les différents espaces sont zonés à l'aide de ces poutres qui sont un petit peu radicales, un petit peu provocatifs. Et ici, on a 1,90 m ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire là, il faut même un petit peu, on voit également ici ces barres de tension, ces colonnes ici, colonnes tendues, et encore d'autres images où on voit comme l'extérieur et l'intérieur sont en dialogue, et l'extérieur vient même à l'intérieur de la construction. Également, les dalles sont faites en béton poli, en terrazzo, hein, et de cette façon-là, il n'y a que verre, acier et béton. Là, une vue sur la situation de l'escalier. Ça, c'est ce projet-là. Bon, ça, c'est un bâtiment que nous avons réalisé avec Giuliani Hung, qui a déjà gagné plusieurs prix. Il a été fini en 2014. Ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est un centre d'innovation de la grande firme Hilti, et l'idée était de construire un bâtiment avec des bureaux très ouverts, et les bureaux, l'idée c'est que les bureaux encadrent le grand hall de recherche,
et qu'il y a une très grande interaction, que les gens se rencontrent, que les gens peuvent faire un échange d'idées et tout ça. Hein. Et alors, nous avons gagné le concours avec l'idée d'être capable de réaliser ces très, très grands bureaux d'une longueur d'une centaine de mètres de façon très, très, très abstracte, d'une part, et d'autre part, d'intégrer le hall, grand hall pour les essais, pour la recherche. Ça, c'est le grand hall. Il est là à l'intérieur et les bureaux sont ici autour. Nous avons vu ça dans une photo, c'est-à-dire que c'est possible de encore faire une fois une extension du bâtiment. On voit de façon classique ici les noyaux. Et ce qui est maintenant très intéressant, c'est qu'on a introduit un système de ponts dans cette direction-là et dans cette direction-là. Et ces ponts-là, ils volent en dessous du hall de recherche et ça donne également des vues très, très intéressantes, également des connexions des différentes professions qui sont intégrées dans le bâtiment dans le sens de l'échange. Si on voit un grand hall assez grand, et ici, c'est un système de ponts qui sont à 2 étages, qui traversent dans cette direction-là et qui sont également qui travaillent également dans cette direction-là. Le bâtiment est en béton armé de façon classique et les ponts sont construits en acier, en treillis d'acier et les dalles des ponts en construction mixte acier-béton. Si on voit la structure de ces ponts, dans les ponts, il y a des zones Begegnung, des zones de rencontre. Il y a également un petit auditoire. Là, il y a des usages tout à fait différents. On voit un petit peu les détails de la construction. Et on a seulement utilisé l'étage supérieur des ponts pour la structure. Et en bas, on a suspendu la partie inférieure. On voit la construction des différents nœuds. Et voit également ici la construction sur le chantier. C'était assez exigeant également du point de vue géométrie. Et à la fin, on voit ici sur le chantier comment ce principe fonctionne. Et ici, une image qui montre un petit peu la qualité. Ce pont-là est utilisé comme zone de rencontre pour les gens qui travaillent dans les bureaux. On a la vue parfaite dans les différents halls. On entre également le bâtiment de ce côté-là. On a directement la vue en dessous sur le hall avec les expériments. On peut directement entrer également dans les bureaux. Là, je ne veux pas parler beaucoup parce que du point de vue matériaux, c'est très intéressant. Vous voyez que c'est un bâtiment que nous avons déjà réalisé en 2000. C'est une petite exception. Je vais alors vous montrer pourquoi. C'est une exception, peut-être c'est pas une exception. Morga Degelo ensemble avec Christian Keretz également. Ce qui était très intéressant là, c'était le développement du béton de la façade, parce que la façade a une longueur de 60 mètres, une dimension dans cette direction-là de 25 mètres. Et nous avons proposé de faire ça sans joint de dilatation. À ce temps-là, c'était un petit peu courageux. Il y a eu un autre bureau d'ingénieur qui a fait une petite statique, a envoyé cette statique à 1,2 mètre. Vous pouvez démontrer que ça ne peut pas fonctionner, mais probablement ça fonctionne. Et c'était assez intéressant également de développer le béton pour réduire le fluage et tout ça, pour mettre ça possible, et également de travailler sur cette surface, comment on polie cette surface, avoir à la fin une image assez noble. On voit la construction, on voit ici comment on a réalisé ça. Les colonnes ici, on les a cachées dans la façade, seulement 10 sur 10 cm, une hauteur de 4 mètres. C'était assez
assez courageux. Ici, on voit comment on a traité le béton. Et à la fin, on voit très bien, d'une part, comme on voit encore là, un petit peu, la main de l'ouvrier qui a fait ce travail, et d'autre part, le béton qui s'ouvre, la transparence à l'intérieur du béton, parce qu'on a vraiment ouvert cette surface, et d'autre part, on voit également le paysage qui est reflété dans la surface, point de vue, un résultat assez satisfaisant. Et vous voyez ce qui s'est passé. Alors c'est le même maître d'œuvre qui, une dizaine d'années plus tard, est venu chez nous et nous a demandé, avec la même équipe, de construire un deuxième bâtiment. Un bâtiment sœur, directement à côté du bâtiment noir. Morgadeglo n'existait plus, ils devaient se décider alors pour l'un des deux. Ils ont décidé pour Morgue, ou les deux ont décidé, je ne me rappelle plus. Et les autres membres de la projection étaient toujours les mêmes. Alors on a réalisé ce bâtiment blanc, également avec du béton poli. Si on a utilisé du basalte, ça c'est du marbre Lhasa qu'on a utilisé. On était beaucoup plus courageux ici. On n'a plus fait de colonnes. On a utilisé les voiles également pour la statique. Ça, c'est l'intérieur. Il y a une connexion dans le sous-sol entre les deux bâtiments. Ici, un escalier sur toute la hauteur. Et ce qui est encore intéressant, il y a encore une bijouterie dans la maison blanche, et il y a une étage de musée, une étage de bijouterie, une étage de musée, une étage de bijouterie. Et si on se promène ici, on ne réalise pas qu'il y a encore une autre utilisateur dans le bâtiment. On voit ici également là des progrès 15 années plus tard. Maintenant, il travaille avec le robot. C'est clair, hein, c'est le progrès de la technique qui a aidé un petit peu. Également ici, la grande qualité de cette surface qu'on a réalisée à la fin. Ça, c'est pas un rendering, mais une photographie de ce deuxième musée qu'on a réalisé il y a 2 années. C'est encore une photo assez intéressante également des 2 bâtiments. Pavillon à Charmes, de nouveau avec Giuliani Hung. Là, les architectes et l'architecte paysagiste avaient l'idée de faire des pavillons qui ont l'impression d'être construits en bois. Et alors, moi, j'ai proposé de faire des lamelles d'une épaisseur de seulement 6 cm, 6 cm sur 30 cm, à une hauteur jusqu'à 4 mètres. Et au début, personne n'était convaincu. Également, l'entrepreneur n'était pas convaincu qu'on peut réaliser ça. Alors, nous avons convaincu à la fin tout le monde. Nous avons construit 2 de ces pavillons qui ont des dimensions, des dimensions considérables. Et vous voyez ici, les colonnes, on les a préfabriquées, et les dalles, on les a produits comme une dalle avec des trous, hein, et ces trous sont posés l'un à côté de l'autre de façon à avoir ce réseau de poutres. Ici, on voit le chantier. Ici, on voit l'un de ces pavillons déjà terminé. Il y a des dérangements dans le système où ces éléments-là manquent, alors l'impression change tout à fait. Également, il y a des zones où il y a des colonnes, des zones où il n'y a pas de colonnes. Il y a ces murs en béton noir qui entrent dans le pavillon, et à la fin, également ici, un résultat assez impressionnant également avec ces situations de porte-à-faux qui sont possibles parce qu'on a évidemment une statique dans les 2 directions.
C'était une image qui m'a bien plu lorsqu'on voit très bien également le jeu avec la lumière, comme d'une part la lumière entre dans le bâtiment, mais d'autre part également comme l'apparition du système en relation avec la lumière change. Bon, alors encore le dernier. Là, je peux aller très vite. Hein, ça, c'est l'incidental space. On pourrait dire espace incidental, et c'est vraiment incidental. Christian Keretz a travaillé, j'étais un petit peu participé pendant tout un semestre avec les étudiants pour trouver, peut-être il ne faut pas dire trouver cette forme incidentale, parce qu'une forme incidentale, peut-être on peut la trouver, oui, je ne sais pas. De toute façon, ils l'ont trouvé, ils ont mis des ordures dans de la cire et alors à la fin coupé et regardé comment les formes intérieures se sont développées, jeté d'autres choses dans du plâtre et ils ont expérimenté tout un semestre. Et à la fin, ils ont choisi un de ces jolis projets et ce projet, il se présente comme ça. C'est-à-dire, c'est pour l'exposition et maintenant construit à Venise. Et c'est une discussion très radicale et très fondamentale avec l'espace architectural. Ça, c'est l'idée de créer un espace que personne n'a jamais vu. On a des problèmes avec l'orientation, on a des problèmes avec l'échelle. Il faut vraiment commencer à réfléchir où est-ce que je me trouve et quel est vraiment, qu'est-ce que cet espace veut me dire. Alors on voit la forme n'était pas très évidente. On a construit par des coffrages à imprimante 3D, on a une surface de 240 mètres carrés, on a produit en Suisse, on a produit 240 éléments, on les a transportés à Venise, on a fait le montage à Venise. Ici, on voit la production des éléments. Un tiers des éléments étaient produits avec des coffrages à imprimante 3D et 3/4 ont été produits avec des machines de fraisage, avec du styropor, avec du foam. Ça, c'est le système foam, ça, c'est le système 3D. Alors, voici les éléments à Venise, déjà un pavillon Giacometti attendent à être montés. Ici, on voit le montage avec cette construction de bois très simple comme pied. On voit comment ces éléments sont mis ensemble. C'est du béton léger, 4 cm d'épaisseur en bas, 2 cm des côtés et 1 cm seulement au haut. Hauteur de tout du truc 5 mètres et la longueur 6 mètres sur 4 mètres. Alors on voit ici le montage en progression. On a collé avec de l'époxy un joint mince et alors encore les deux côtés, on a encore appliqué un peu plus de matériaux pour être sûr de n'avoir pas la ligne de rupture dans les joints, mais à l'extérieur, on a fait un tas d'essais. C'est du béton léger avec une densité de seulement 1,25, c'est-à-dire la moitié du béton ordinaire, et une résistance de compression de 20 et une résistance de traction de 12 grâce aux fibres de verre. Dans cette échelle-là, ça fonctionne. Si l'échelle est plus grande, le système de fibres de verre ne fonctionne plus. Et dû à tous ces plis dans toutes les directions, pour moi, c'était clair dès le début qu'il ne faut même pas faire de statique, on peut construire ça. Et le seul problème que nous avons eu, c'est avec les ingénieurs de contrôle italiens, à la fin, ça, c'était vraiment un cauchemar. Ça, c'est Christian Keretz ensemble avec Alain Berset, avec le ministère. Alain Berset, pendant l'inauguration de ce très joli truc. Ici, encore une image de l'extérieur pour montrer, oui, ce qui est quand même possible également avec la matière. Si on
oui, si on a le courage d'utiliser les possibilités qu'on a aujourd'hui, réellement un petit peu aux limites. C'était un expériment très intéressant, mais également beaucoup de nuits sans cela. Oui, parce que l'inauguration était je pense, en avril et en février ou en janvier, on ne savait pas encore comment construire. Bon, ça c'est une citation que j'ai trouvée dans une publication que moi j'ai une fois faite il y a quelques années. La prise de conscience que non seulement les obligations techniques et architecturales, mais également un engagement éthique et social doivent être tenus, doit être à tout prix renforcé aussi bien dans l'enseignement qu'au niveau de la pratique professionnelle. Le dialogue entre les architectes et les ingénieurs structure doit s'établir sur cette culture, une culture qui, in fine, conduit au développement et à la conception de projets au cours desquels les considérations structurales et architecturales s'unissent. Merci beaucoup.